Une famille amish entière de 7 personnes a disparu de leur ferme en Pennsylvanie en 1992, ne laissant derrière elle qu'une simple note concernant une visite à des parents pour le week-end. Mais ils ne sont jamais revenus. 10 ans plus tard, lors d'une cérémonie commémorative, la communauté examine de vieux objets et remarque un détail surprenant que tout le monde avait manqué. Un indice qui révélerait enfin ce qui leur est arrivé. Le soleil matinal projetait de longues ombres sur le plancher en bois de la maison de Levi Lapp à New Holland, en Pennsylvanie. C'était un jour qui revenait chaque année, marqué non par la célébration, mais par un souvenir solennel. 10 ans, une décennie entière s'était écoulée depuis que son frère Aaron, sa belle-sœur Myriam et leurs 5 enfants, Ellie, Michael, Sarah, Ruth et la petite Daisy, avaient disparu sans autre explication qu'une simple note laissée sur leur table de cuisine. Levi ajusta l'une des chaises en bois qui avait remplacé son mobilier habituel de salon. La transformation de sa maison pour le service d'aujourd'hui avait commencé avant l'aube. Là où se trouvait habituellement son confortable canapé, des rangées de simples chaises faisaient maintenant face à l'avant de la pièce. La table basse avait été déplacée dans la grange, libérant de l'espace pour le rassemblement qui allait bientôt remplir sa maison. Le service avait commencé à 8 heures précises, avec les membres de leur communauté amish de l'ancien ordre, qui entraient silencieusement. Les hommes dans leurs costumes noirs et leurs chapeaux à large bord, les femmes avec leurs coiffes de prière et leurs robes sombres. Pendant 2 heures, ils avaient prié, chanté des hymnes en dialecte pennsylvanien et partagé des souvenirs de la famille Lapp. Le ministre Yoder avait parlé avec éloquence de la foi dans les moments d'épreuve, de l'acceptation de la volonté de Dieu même lorsque la compréhension leur échappait. Maintenant, alors que l'horloge sur la cheminée indiquait plus de 10 heures, le service formel s'était terminé. La plupart des fidèles étaient départis, retournant à leur ferme et leurs tâches quotidiennes. Seul un petit cercle restait, la famille proche, des amis chers et quelques anciens de la communauté qui connaissaient Aaron depuis l'enfance. Levi regarda autour du rassemblement réduit. Ses cousins Samuel et Rebecca Baylor étaient assis l'un près de l'autre, la barbe de Samuel montrant maintenant des cheveux gris qui n'étaient pas là 10 ans auparavant. Mary Stoltzfus, qui avait été la plus proche amie de Myriam, tamponnait ses yeux avec un mouchoir blanc. Le vieux Joseph King, dont la ferme bordait la propriété abandonnée d'Aaron, fixait ses mains jointes. « Allons-y » demanda doucement Levi, faisant un geste vers la table de cuisine qu'ils avaient déplacée au centre des chaises restantes. Le groupe se rapprocha, formant un cercle serré. Sur la table se trouvait un arrangement d'objets précieux, des photographies, des effets personnels, et au centre même, protégé par une pochette en plastique transparent, la note qui avait tout changé. Levi prit la note avec précaution, bien qu'il en eût mémorisé chaque mot depuis des années. Écrite dans l'écriture soignée d'Aaron, on pouvait lire « Parti pour le week-end, visite à la famille pour des questions d'église. Retour lundi. Ne vous inquiétez pas pour les animaux. Arrangement pris avec les garçons du voisin pour aider. Aaron. Chaque année, nous lisons ceci, dit doucement Mary. Chaque année, je me demande quelles affaires d'église auraient pu les emmener si soudainement. Et quelle famille, ajouta Samuel. Nous sommes leur famille. La communauté a vérifié auprès de chaque parent, chaque relation dans l'Ohio, l'Indiana, même jusqu'en Ontario. Personne ne les a vus. Esther prit une photographie, prise quelques jours avant la disparition. Elle montrait toute la famille sur leur porche. Aaron grand et barbu sous son chapeau de paille, Myriam à côté de lui, tenant le bébé Daisy, les autres enfants disposés par taille, tous souriant dans leurs vêtements simples. Derrière eux, le linge flottait sur la corde. « De si beaux enfants, murmura-t-elle. Ellie aurait maintenant 23 ans, Michael 21, Sarah 19, Ruth 14 et la petite Daisy. Sa voix se brisa. Daisy aurait 10 ans. Levi prit le dossier Manila qui contenait des copies des rapports de police. L'enquête officielle avait été brève, entravée par la réticence de la communauté à impliquer les autorités extérieures au-delà du signalement initial. Après une semaine à interroger les voisins et ne trouvant aucun signe d'acte criminel, l'affaire avait été classée comme une disparition volontaire et finalement abandonnée. « Nous avons fait ce que nous pensions être le mieux, dit Joseph King, lisant peut-être les pensées de Levi. Nous ne sommes pas un peuple qui court vers la police des Anglais avec nos problèmes. Nous croyons qu'ils reviendraient. Mais ils ne sont pas revenus, dit doucement Rebecca. Et maintenant, nous nous rassemblons chaque année en nous demandant si nous aurions dû faire davantage. Daniel Zook, un autre membre de la communauté, prit l'une des photos du dossier de police. Il l'étudia attentivement, fronçant les sourcils. C'était la même photographie du Porsche qu'Esther avait tenu, mais c'était la copie officielle de la police, légèrement plus grande et plus claire. « Lévi, dit lentement Daniel, la famille de ton frère, ils prévoyèrent de partir ce matin-là pour le week-end, n'est-ce pas ?»« C'est ce que disait la note, répondit Lévi, confus par la question. « Pourquoi ?» Daniel tourna la photographie vers le groupe et pointa la corde à linge visible en arrière-plan. « Regardez ici,
Du linge frais, suspendu à la corde, voyez comme les vêtements sont encore sombres d'humidité en bas? Cette photo a été prise le matin comme vous l'avez dit. Et alors? Demanda Samuel. Alors pourquoi Myriam ferait-elle la lessive le matin où il partait pour tout le week-end? Les vêtements seraient ruinés par la pluie, mangés par les insectes, décolorés par le soleil, aucune bonne ménagère amiche ne laisserait le linge dehors pendant 3 jours. Le groupe se pencha plus près. Examinant la photographie avec un nouvel intérêt, Mary laissa échapper un léger halètement. Là! Est-ce un gilet? Il semble trop brillant pour être un vêtement plein. Lévi plissa les yeux vers la photographie. Parmi les bleus foncés et les noirs des vêtements amish typiques, pendait quelque chose de jaune-vert fluorescent. Son cœur fit un bond quand il reconnut ce que c'était. C'est un gilet de police. Police? La voix d'Esther était aiguë de surprise. L'officier Brenner, dit lentement Lévi, la mémoire lui revenant, Paul Brenner, il était proche d'Aaron, aidait souvent notre communauté, réparait les clôtures, assistait au lever de grange quand il n'était pas en service. Un bon Anglais qui respectait nos coutumes. Je me souviens de lui, acquiesça Joseph. Toujours poli, ne nous poussait jamais à nous moderniser. Mais pourquoi son gilet serait-il dans la lessive de Myriam? Lévi étudia la photographie plus attentivement. Le gilet était clairement visible maintenant qu'il savait de quoi chercher. Le mot « police » partiellement visible sur le tissu brillant. Je ne me souviens pas qu'il l'ait jamais récupéré, dit Lévi. Après la disparition d'Aaron et la fin de l'enquête, l'officier Brenner venait encore parfois, prenant des nouvelles de nous, de mère. Mais je ne me rappelle pas qu'il ait demandé après un gilet. Maribka, qu'elle repose en paix, continua Lévi, faisant référence à sa défunte épouse décédée 3 ans auparavant. Elle a rangé beaucoup d'affaires d'Aaron et de Myriam après qu'il soit devenu évident qu'ils ne reviendraient d'au pas. Peut-être que le gilet est encore avec leurs affaires. Esther posa la photographie de ses mains tremblantes. Peut-être devrions-nous parler de cela à l'officier Brenner. Cela ne signifie peut-être rien, mais après 10 ans, la moindre petite chose pourrait nous aider à comprendre. Mère, dit doucement Lévi, que pourrait-il faire maintenant? Cela fait une décennie. La police anglaise a mis l'affaire de côté il y a longtemps. Nous avons choisi de ne pas la poursuivre davantage nous-mêmes, d'accepter la volonté de Dieu en cette matière. Mais nous n'avons jamais trouvé la paix avec cela, intervint Mary. Nous disons que nous acceptons, mais nous nous rassemblons chaque année parce que nous ne pouvons pas lâcher prise. Peut-être que la volonté de Dieu inclut que nous cherchions enfin des réponses. Je vais trouver le gilet, décida Lévi. Si rien d'autre, je devrais le rendre à l'officier Brenner. C'est la moindre des choses. Quand je le ferai, peut-être mentionnerai-je cette observation concernant la lessive. Voyons ce qu'il dira. Le groupe murmura son accord. Ils passèrent encore une demi-heure à regarder les photographies et souvenirs restants, l'hymnaire préféré d'Aaron, le dé à coudre de Myriam, des dessins que les enfants avaient fait, une poupée en feuilles de maïs qui avait appartenu à Sarah. Chaque objet était manipulé avec révérence, passé de main en main, accompagné d'un souvenir ou d'une prière. Finalement, alors que l'horloge approchait midi, le rassemblement commença à se disperser. Chaque membre de la famille et ami embrassa Lévi et Esther, murmurant des paroles de réconfort qui avaient été répétées tant de fois qu'elles s'étaient usées comme des galets de rivière. « Nous te verrons à l'église dimanche » dit Samuel, ajustant son chapeau noir sur sa tête. « Merci d'avoir accueilli cette année » ajouta Rebecca. Cela signifie beaucoup de se souvenir d'eux dans une maison, pas seulement dans la salle de réunion. C'était l'idée de mère, dit Lévi, regardant Esther. Elle pensait que peut-être être ici, où Aaron passait tant de temps, pourrait nous rapprocher de la compréhension. Un par un, les buggy s'éloignèrent dans l'allée de gravier jusqu'à ce que seuls Lévi et sa mère restent. Esther commença à rassembler les photographies et les papiers, ses mouvements soigneux et délibérés. « Je t'aiderai à remettre les meubles en place ?» proposa-t-elle. « Non, mère, repose-toi. Je vais te raccompagner chez toi et m'en occuper moi-même plus tard. » Lévi alla vers le tiroir de la cuisine. Ses doigts trouvèrent le poids familier de 2 clés en laiton sur un simple anneau, une pour la maison d'Aaron, une pour la ferme abandonnée sur la parcelle de terre séparée qu'Aaron possédait. Elles étaient effroides dans sa paume, inutilisées depuis des mois. Ils marchèrent jusqu'à son buggy. L'une des rares concessions au monde moderne que leur Ordnung permettait était que Lévi gardait une voiture pour son entreprise de fabrication de meubles. Lévi l'aida à monter dans la voiture, son propre cœur lourd du poids d'une autre année passé sans réponse. Alors qu'il conduisait la courte distance jusqu'à la petite Dowdy House de sa mère sur la propriété familiale, il ne pouvait se défaire de l'image de ce gilet de police suspendu parmi le linge de sa belle-sœur, une note vive et incongrue dans ce qui aurait dû être un matin ordinaire 10 ans auparavant. Après avoir déposé sa mère à sa petite maison, Lévi décida de se rendre immédiatement à la maison d'Aaron. Cela ne lui prit que 10 minutes le long des routes rurales. Lévi avait évité de venir ici dernièrement. La vue de la propriété vide ne manquait jamais de susciter des émotions difficiles.
Alors qu'il s'engageait dans l'allée envahie par la végétation, il remarqua comment l'érable qu'Aaron avait planté l'année avant sa disparition dominait maintenant le porche, ses branches raclant contre le toit par endroits. La clé tourna difficilement dans la serrure. À l'intérieur, l'air était stagnant et lourd de poussière. Des rectangles pâles sur les murs montraient où des images avaient autrefois été accrochées. Ribka avait emballé la plupart des objets précieux et personnels après la première année, quand l'espoir du retour de la famille avait commencé à s'estomper. Lévi commença sa recherche dans les endroits évidents. Le placard du couloir ne révéla rien que des excréments de souris et quelques cintres métalliques. La pièce de stockage près de la cuisine, où Myriam conservait ses fournitures de mise en conserve, était vide à l'exception d'étagères poussiéreuses. Il monta l'escalier étroit, chaque marche grinçant sous son poids. La porte de la chambre principale était entr'ouverte. Le cadre du lit restait, dépouillé de son matelas des années auparavant, mais là, au pied du lit, se trouvait un coffre en bois dont il se souvenait. Lévi s'agenouilla à côté et souleva le couvercle. Les charnières protestèrent, mais tinrent bon. À l'intérieur, Ribka avait soigneusement disposé des objets qui devaient sembler trop personnels pour être jetés, mais trop douloureux à garder à la vue quotidienne. Une chemise de travail d'homme portant encore la forme des épaules d'Aaron. Un cheval de bois jouet d'enfant, usé à force d'être manipulé. Et là, soigneusement plié sur le dessus, le gilet fluorescent de police. Il le souleva avec précaution. Police était inscrit au dos en lettres réfléchissantes et sur le devant, un petit écusson indiquait « P. Brenner en couture soignée ». Le gilet était propre, soigneusement lavé et séché par Myriam 10 ans auparavant. Lévi ferma doucement le coffre et se leva, le gilet dans ses mains. Il sortit son téléphone portable, une autre accommodation aux nécessités commerciales, et fit défiler jusqu'au numéro personnel de l'officier Brenner. Ils avaient échangé leurs coordonnées il y a des années lorsque Brenner avait aidé à enquêter sur des actes de vandalisme à l'atelier de meubles. Le téléphone sonna 4 fois avant de passer sur la messagerie vocale. La voix familière de Brenner lui demandait de laisser un message. Lévi termina l'appel sans parler. L'idée d'expliquer cela sur un enregistrement semblait quelque peu incorrecte. Il envisagea d'appeler directement le poste de police mais hésita. La relation des Amish avec les forces de l'ordre anglaises était compliquée, respectueuse mais distante. L'idée de naviguer dans un menu téléphonique, de s'expliquer à un standardiste, d'être potentiellement transféré plusieurs fois, non. Mieux valait gérer cela en personne, face à face, comme c'était leur façon de faire. Lévi mit le gilet sous son bras et redescendit. Il ferma la maison à clé et se dirigea vers sa voiture, puis s'arrêta. Quelque chose le tracassait, une vieille conversation avec Aaron, des années avant la disparition. Son frère avait mentionné la pression des promoteurs, des personnes voulant acheter le terrain pour un projet. Lévi fit le tour de la maison, curieux de voir si quelque chose était advenu de ses plans. La vue depuis le porche arrière montrait des terres agricoles inchangées s'étendant jusqu'à l'horizon. Quel que soit le développement prévu, il ne s'était jamais matérialisé. Les mêmes clôtures en rail, divisées, marquaient les limites de propriété. Le même bosquet de chênes se tenait en sentinelle, à l'extrémité lointaine de ce qui avait été la terre d'Aaron. 10 ans, et rien n'avait changé. Lévi retourna à sa voiture, plaçant soigneusement le gilet sur le siège passager. Il se fit une note mentale de vérifier la ferme. Les propriétés ne pouvaient pas rester abandonnées pour toujours. Le poste de police de New Holland était un modeste bâtiment en briques à la périphérie de la ville, son drapeau américain claquant dans la brise de l'après-midi. Lévi se gara soigneusement et traversa les portes vitrées, le gilet fluorescent sous le bras. L'intérieur sentait le café et la cire pour sol, et un jeune officier était assis derrière un bureau de réception. « Bonjour », dit Lévi s'approchant du bureau. « Je cherche l'officier Paul Brenner, est-il disponible ?» L'officier de bureau, dont la plaque nominative indiquait Jenkins, leva les yeux de son écran d'ordinateur. « Brenner, il est sur le terrain depuis environ midi. Puis-je vous aider avec quelque chose ou prendre un message ?» Lévi bougea le gilet dans ses mains. « C'est une affaire personnelle. J'ai quelque chose qui lui appartient depuis un moment. Quand pensez-vous qu'il sera de retour ?» Jenkins haussa les épaules. Difficile à dire avec le service de terrain, ça pourrait être dans 1 heure, ça pourrait être en fin de service. Je peux prendre vos coordonnées et lui demander de vous appeler ? Non, merci, dit Lévi. Je réessayerai plus tard. C'est quelque chose que je préférerais traiter en personne. Comme vous voulez, dit Jenkins, se tournant déjà vers son écran. Il est généralement là le matin si vous voulez essayer demain. Lévi acquiesça et quitta le poste. De retour dans sa voiture, il s'assit un moment, considérant ses options. La ferme devait encore être vérifiée et il était déjà dans ce secteur. Il pourrait retourner au poste plus tard, dans l'après-midi ou peut-être demain matin. Il sortit de la ville, prenant la route sinueuse qui menait aux propriétés plus rurales. La ferme d'Aaron était située sur 40 acres de bonne terre, séparée de la propriété de la maison, à environ 15 minutes plus loin dans la campagne.
Il était à mi-chemin, passant par une étendue de fermes amish, quand il remarqua quelque chose d'anormal à la propriété Yoder. Deux hommes, en uniforme sombre, se tenaient près d'un camion noir, et Jacob Yoder reculait devant eux, les mains levées dans un geste défensif. Lévi s'arrêta immédiatement et sortit de sa voiture. En s'approchant, il pouvait entendre des voix élevées. « Vous avez dit hier et avant-hier » disait Jacob en anglais accentué. « Cette terre n'est pas à vendre, elle est dans ma famille depuis des générations. » « Les temps changent, monsieur Yoder » dit l'un des hommes en uniforme. Son uniforme était étrange, bleu foncé ou noir, mais sans écusson de département, sans numéro de badge, sans identification d'aucune sorte. L'offre que nous faisons est plus que généreuse. Vous pourriez acheter des terres ailleurs, de meilleures terres. Il n'y a pas de meilleure terre que celle que Dieu nous a donnée à cultiver, répondit fermement Jacob. Veuillez quitter ma propriété. Le second homme s'approcha de Jacob, sa posture menaçante. Vous les Amish pensez que vous pouvez simplement vous asseoir sur des biens immobiliers précieux pour toujours, ne contribuant en rien au progrès, à l'économie. Y a-t-il un problème ici ? Appela Lévi, marchant plus vite maintenant. Les trois hommes se tournèrent. Le visage de Jacob montra du soulagement en voyant un visage familier. Les deux hommes, en uniforme, échangèrent des regards. « Aucun problème, » dit le premier homme avec aisance, « juste une discussion d'affaires. » « Ça n'a pas l'air que monsieur Yoder soit intéressé par vos affaires, » dit Lévi, se positionnant à côté de Jacob. « Il vous a demandé de partir. » La mâchoire du second homme se crispa. « Et vous êtes ? Un voisin ? Et quelqu'un qui est sur le point d'appeler la police si vous ne respectez pas les souhaits de cet homme d'être laissé tranquille. » Lévi sortit son téléphone portable, s'assurant qu'il puisse le voir. Les deux hommes se regardèrent à nouveau. Le premier sortit une carte de visite de sa poche et la jeta par terre aux pieds de Jacob. « Réfléchissez à notre offre, monsieur Yoder, nous reviendrons. » Ils marchèrent vers leur camion avec une lenteur délibérée, comme pour montrer qu'ils n'étaient pas intimidés. Lévi mémorisa la plaque d'immatriculation tandis qu'il s'éloignait, bien que le camion ne porte ni logos d'entreprise ni marque d'identification. « Merci Lévi », dit Jacob une fois qu'ils furent départis, se penchant pour ramasser la carte de visite. « Ils sont venus ici chaque jour cette semaine. Toujours la même chose, voulant acheter ma terre, devenant plus insistant à chaque fois. »« Qu'est-ce qu'ils en veulent te faire ?» demanda Lévi. Jacob haussa les épaules. Il parle de développement, de progrès, de faire meilleur usage de la terre, mais il ne donne pas de détails précis. Il s'arrêta, l'air troublé. Tu sais, quelque chose comme ça s'est déjà produit, il y a environ 10 ans. Des hommes différents, mais la même pression, le même discours vague sur le développement. Puis cela s'est arrêté soudainement. Lévi sentit un frisson malgré l'après-midi chaud. Il y a 10 ans, autour de l'époque où mon frère a disparu, oui, maintenant que tu le mentionnes, peut-être quelques mois avant, Aaron avait aussi des hommes qui lui rendaient en visite, je m'en souviens. Il s'inquiétait à ce sujet, en a parlé à l'évêque. Puis, Jacob s'interrompit, ne voulant pas mentionner directement la disparition. « Ces hommes, dit Lévi, ont-ils dit quelle entreprise ils représentent ?» Jacob lui tendit la carte de visite. Elle était d'un blanc simple, avec seulement un numéro de téléphone et les mots « Land Development Associate » en simple texte noir. Pas de nom, pas d'adresse. « Je suis en fait en route pour parler avec l'officier Brenner d'une autre affaire, dit Lévi. Je lui mentionnerai cela. Il a toujours été un ami pour notre communauté. Peut-être qu'il peut enquêter pour savoir si ces hommes ont le droit de vous harceler comme ça. »« J'apprécierais cela, dit Jacob, bien que je doute que la loi des Anglais puisse faire grand-chose s'ils ne font que demander à acheter. Néanmoins, ce serait bien que la police soit au courant. » Lévi regarda la route où le camion avait disparu. « Sois prudent, Jacob. Peut-être assure-toi de ne pas être seul quand ils reviendront. Et tes fils ou des voisins à proximité. »« Je le ferai. Merci encore, Lévi. Que Dieu te bénisse. » Lévi retourna à sa voiture, troublé par cette rencontre. Alors qu'il continuait à conduire vers la ferme d'Aaron, il ne pouvait se débarrasser du sentiment que le passé s'agitait, que de vieux secrets luttaient pour atteindre la lumière. L'entrée de la propriété de la ferme d'Aaron était marquée par 2 piliers de pierre usée qui étaient là depuis plus d'1 siècle. Alors que Lévi ralentissait pour tourner, il remarqua une voiture de patrouille de police garée de l'autre côté de la route, moteur au ralenti. La fenêtre du conducteur était baissée, et à travers elle, il pouvait voir une silhouette familière portant des lunettes de soleil. L'officier Paul Brenner. Lévi s'arrêta et se gara, puis traversa la route tranquille. En s'approchant, Brenner retira ses lunettes de soleil, révélant des yeux fatigués qui se plissèrent en signe de reconnaissance. « Lévi Lapp, dit chaleureusement Brenner, content de te voir. Comment vas-tu ?»« Bonjour, officier Brenner, je vais bien, merci. » Lévi regarda autour de la route vide. « Êtes-vous en poste ici aujourd'hui ? Cela semble inhabituel pour quelqu'un de votre ancienneté d'être en service de patrouille. » Brenner rit. « Je garde juste un œil sur la région. Je passais par là et j'ai vu l'ancienne propriété d'Aaron. » Son expression devint plus solennelle. « Difficile de croire que cela fait 10 ans. Je pense encore à cette affaire parfois. »« C'est gentil à vous de vous en souvenir, dit Lévi, touché par le sentiment.
En fait, je vous cherchais au poste plus tôt aujourd'hui. J'ai quelque chose à discuter avec vous concernant l'affaire d'Aaron. Ah » Les sourcils de Brenner se soulevèrent légèrement. Oui, j'ai trouvé quelque chose qui vous appartient dans la maison d'Aaron. Lévi retourna à sa voiture et récupéra le gilet. Ceci était dans un coffre avec d'autres effets personnels. Je crois que c'est à vous ? Brenner prit le gilet, l'examinant avec une expression perplexe. Un gilet ? Je ne... Il le retourna, vit son nom cousu sur l'écusson, et son visage s'éclaircit. Oh, oui, c'est vrai, c'est le mien, complètement oublié après toutes ces années. Comment s'est-il retrouvé chez mon frère ? Demanda Lévi. Brenner rendit le gilet par la fenêtre et se frotta la mâchoire d'un air pensif. C'était ce matin-là, le matin où ils sont partis. Je m'étais arrêté pour discuter de quelque chose avec Aaron, et Myriam, étant l'âme généreuse qu'elle était, m'a invité à prendre le petit déjeuner. Elle n'acceptait pas de refus, tu sais comment elle était. Lévi acquiesça, se souvenant de la légendaire hospitalité de sa belle-sœur. Eh bien, maladroit comme je suis, j'ai réussi à renverser de la soupe aux légumes sur mon gilet. Myriam a insisté pour le laver, disant que ça tacherait si on le laissait. J'ai protesté, bien sûr, mais... Brenner haussa les épaules. On ne discutait pas avec Myriam Lapp quand elle décidait de vous aider. Je n'ai jamais entendu parler de cette visite, dit lentement Lévi. Puis-je demander ce que vous discutiez avec Aaron ce matin-là ? Quelque chose passa sur le visage de Brenner. Était-ce de la nervosité ? Oh, ça fait si longtemps. Je pense que c'était quelque chose à propos de la sécurité du quartier. Il y avait des projets de développement dans la région qui inquiétèrent les résidents. Des projets de développement ? Lévi se pencha plus près. Aaron m'en avait mentionné quelque chose une fois. Des promoteurs privés voulant construire une route à travers l'arrière de sa propriété. C'est ça, dit Brenner, semblant se détendre légèrement. Il y avait une entreprise qui poussait fort pour acheter des terres pour un projet. La communauté était inquiète, et le département de police a travaillé avec les responsables locaux pour mettre le projet en attente. Je vérifiais probablement auprès d'Aaron s'il avait des préoccupations de sécurité, m'assurant que personne ne le pressait indûment. Lévi pense au visage effrayé de Jacob Yoder d'il y a quelques minutes. En parlant de pression, je viens juste de quitter la ferme de Jacob Yoder. 2 hommes, en uniforme sombre, étaient là, essayant de le forcer à vendre sa terre. Ils le harcèlent toute la semaine. L'expression de Brenner se durcit. Des uniformes sombres ? Pas d'identification d'entreprise ? Aucune que je puisse voir. Ils sont partis quand j'ai menacé d'appeler la police, mais ils ont dit qu'ils reviendraient. Lévi sortit la carte de visite. Ils ont laissé ceci, Land Development Associate, mais juste un numéro de téléphone. Brenner prit la carte, l'étudia brièvement, puis la rendit. Je vais me renseigner, parler moi-même à Jacob. Nous ne pouvons pas laisser des gens intimider nos voisins amish. J'apprécierais cela. La communauté vous fait confiance, officier Brenner. Vous avez toujours été bon envers nous. Brenner était sur le point de répondre quand son regard se déplaça vers quelque chose au-delà de l'épaule de Lévi. Tout son comportement changea, devenant alerte et concentré. Lévi se retourna pour voir un camion noir approchant de la direction de la ville, le même camion de la ferme de Jacob Yoder. « Écoute, Lévi, » dit rapidement Brenner, démarrant son moteur. « Je vais certainement donner suite à cela, parler à Jacob, et nous devrions discuter davantage de l'affaire de ton frère. Il pourrait y avoir des connexions qui méritent d'être explorées. Mais en ce moment, j'ai une réunion importante que je ne peux pas manquer. »« Bien sûr, » dit Lévi reculant. « Merci pour votre temps. »« Merci de m'avoir rendu le gilet, » cria Brenner en s'engageant sur la route. « Prends soin de toi, Lévi. » Lévi regarda la voiture de patrouille suivre le camion noir à une distance discrète. Il semblait que Brenner enquêtait déjà sur les hommes qui avaient à menacer Jacob. Il se sentit rassuré de savoir que l'officier prenait des mesures immédiates. Il traversa les portes de la ferme, remarquant comment l'allée en gravier était maintenant plus de mauvaises herbes que de pierres. La ferme elle-même se dressait comme une sentinelle fatiguée, sa peinture blanche s'écaillant, les volets pendant de travers. Le panneau à vendre qu'il avait installé 5 ans après la disparition penchait, usé par les intempéries et décoloré. En 5 ans, seule une poignée de personnes avaient manifesté de l'intérêt et aucune n'avait donné suite avec une offre. La propriété était belle malgré sa négligence, 40 acres de terres agricoles de premier choix avec une grange solide et la maison de ferme à 2 étages qu'Aaron avait amoureusement entretenue. Mais la communauté amish était insulaire, et les acheteurs anglais se sentaient souvent mal à l'aise d'acheter une propriété au cœur du pays plein. Pendant ce temps, la plupart des familles amish avaient déjà leurs propres terres ou ne pouvaient pas se permettre le prix demandé. Lévi se gara et entra dans la maison avec sa clé. Des particules de poussière dansaient dans la lumière de l'après-midi qui filtrait à travers les fenêtres sales. Il trouva des produits de nettoyage dans le garde-manger, miraculeusement encore utilisables, et commença la tâche de rendre la cuisine présentable. Il balayait les excréments de souris des coins quand il entendit une voiture entrer dans l'allée. Par la fenêtre, il vit une berline qu'il ne reconnaissait pas. Un homme en tenue professionnelle en sortit, étudia le panneau à vendre, puis marcha vers la maison. Lévi le rencontra à la porte.
Bonjour, dit l'homme avec un sourire étudié. J'ai remarqué le panneau à vendre. Cette propriété est-elle toujours disponible? Oui, elle l'est, confirma Lévy. Je suis le propriétaire. Enfin, je la gère pour la famille. Excellent. Je suis très intéressé. Puis-je regarder autour? Lévy lui fit signe d'entrer. Bien sûr, bien que je doive vous prévenir, elle nécessite des travaux. Elle est vide depuis des années. L'homme parcourut les pièces d'un regard rapide et évaluateur. Il semblait moins intéressé par l'état de la maison que par autre chose. Il regardait sans cesse par les fenêtres, vérifiant les lignes de vue, hochant la tête pour lui-même. « Quel est votre prix demandé ?» demanda-t-il finalement. Lévy nomma le chiffre qu'il avait fixé 5 ans auparavant, la juste valeur marchande pour le terrain et les bâtiments. L'homme rit. « Pour cet état, je vous en donne la moitié. »« C'est bien en dessous de la valeur du terrain seul, » protesta Lévy. « La superficie est au milieu de nulle part, entourée de fermes amiches. Potentiel de développement limité. La moitié de votre prix demandé est généreuse. » Lévy se sentit partagé. L'offre était insultante, mais la propriété était restée vacante si longtemps. Chaque mois signifiait plus de détérioration, plus de dépenses. « Je pourrais peut-être baisser de 15%, mais... »« Je vais vous rencontrer à mi-chemin, » interrompit l'homme, sortant une carte de sa veste. « Laissez-moi vous montrer mes plans pour la propriété. » Il étala la carte sur le comptoir poussiéreux de la cuisine. Lévy vit la propriété de la ferme délimitée en rouge, avec diverses annotations de développement. Mais son attention fut attirée par une autre marque. Une zone encerclée dans la région montagneuse au nord, marquée de symboles qu'il ne comprenait pas. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Lévy, pointant vers la marque de la montagne. L'homme jeta un coup d'œil à l'endroit que Lévy indiquait et replia rapidement cette section de la carte. Rien en rapport avec cette propriété. Maintenant, à propos de la ferme, je pense à la convertir en retraite campagnarde, peut-être un bed and breakfast pour satisfaire les touristes intéressés par le pays amish. Il continua à parler, mais Lévy se trouva distrait par cet aperçu de la marque de la montagne. Quelque chose à ce sujet le tracassait, bien qu'il ne puisse dire pourquoi. Après plus de négociations, ils s'accordèrent sur un prix qui était moins que ce que Lévy espérait, mais plus que l'offre initiale insultante. Ce serait suffisant pour payer les taxes restantes et fournir quelque chose pour sa mère. « Excellent, » dit l'homme, produisant une carte de visite. « Venez à mon bureau et nous rédigerons les documents. Pouvez-vous me suivre là-bas maintenant? J'aimerais avancer rapidement sur ce point. » Lévy hésita. Quelque chose semblait précipité, mais il essayait de vendre depuis 5 ans. « D'accord, montrez-moi le chemin. » Il ferma la ferme à clé et monta dans sa voiture. Il suivit la berline le long de la route de campagne. Le bâtiment de bureau apparut soudainement au détour d'un virage, sa construction moderne en verre et acier contrastant avec le paysage pastoral. Il se dressait seul dans ce qui avait été autrefois un champ de maïs, entouré d'un grand parking qui semblait excessif pour un endroit si isolé. Lévy suivit la berline de l'acheteur dans le parking et se gara à côté. Installation impressionnante, commenta Lévy alors qu'il marchait vers l'entrée, bien qu'en privé, il trouvait le bâtiment froid et peu accueillant. « Nous croyons en faire une déclaration, » répondit l'homme, tenant la porte ouverte. Un environnement professionnel pour des affaires professionnelles. L'intérieur était tout en sol poli et mobilier minimaliste. À un bureau de réception était assise une femme en uniforme sombre. Le même style que les hommes qui avaient menacé Jacob Yoder, réalisa Lévy avec surprise. Pas de logo d'entreprise, pas d'écusson d'identification. « Voici Monsieur Lapp », lui dit l'acheteur, « il a besoin d'un enregistrement visiteur. »« Bien sûr, » dit-elle, faisant glisser un formulaire à travers le bureau. « J'aurai besoin de votre permis de conduire et de votre signature, ici, ici et ici. » L'acheteur regarda sa montre. « Je vais préparer les contrats. Mon bureau est juste au bout du couloir quand vous aurez terminé. » Il s'éloigna à grands pas, laissant Lévy avec la réceptionniste. Lévy fouilla maladroitement pour son permis, peu habitué à de telles procédures formelles. Dans son monde, les accords étaient scellés par des poignées de main et la confiance. Alors que la femme tapait ses informations dans son ordinateur, un mouvement à l'extérieur attira son attention. Par la grande fenêtre donnant sur le parking, il vit le camion noir de tout à l'heure qui entrait. Derrière lui, la voiture de patrouille de l'officier Brenner suivait à distance. Mais au lieu de s'arrêter, les 2 véhicules continuèrent au-delà du bâtiment, montant la route de montagne qui s'incurvait derrière la propriété. « Madame, » dit Lévy, « qu'y a-t-il en haut de cette route de montagne ?» Elle leva brièvement les yeux de sa saisie. « Je ne saurais pas. Vous devriez demander à Monsieur Davidson à ce sujet. »« Monsieur Davidson, c'est le monsieur qui achète ma propriété ?»« Oui. » Elle retourna à son écran, clairement peu intéressée par la conversation. En attendant qu'elle termine, Lévy erra vers une zone d'exposition près des fenêtres. Une grande maquette architecturale était sous verre, une représentation miniature des plans de développement. Il se pencha plus près, reconnaissant immédiatement la topographie. Il y avait la montagne, il y avait la vallée où la communauté amish vivait depuis des générations, il y avait les routes sinueuses qu'il avait parcourues toute sa vie. Mais dans la maquette, tout était différent.
Là où se trouvaient maintenant des fermes amish, la maquette montrait des bâtiments commerciaux, des lotissements, des centres commerciaux. Sa propre maison, la maison de sa mère, les propriétés d'Aaron, la ferme de Jacob Yoder, toutes remplacées par des structures modernes. Des routes coupaient à travers des terres auparavant intactes. Une seule zone restait non développée dans la maquette, un endroit sur la montagne marqué par ce qui semblait être une église ou un bâtiment commémoratif. Lévi étudia la petite plaque à côté. Mémorial du patrimoine amish, préserver la mémoire des gens simples de Pennsylvanie. Mémoire, pas présence, mémoire. Comme s'ils étaient déjà partis. Son sang se glaça quand il reconnut l'endroit sur la montagne. C'était le même endroit marqué sur la carte de l'acheteur plus tôt. Il regarda à nouveau par la fenêtre où la poussière des véhicules persistait dans l'air. Était-ce là que Brenner se dirigeait ? « Monsieur ? J'ai besoin que vous signiez ces formulaires. » « En fait, dit Lévi, reculant vers la porte, je viens de me souvenir de quelque chose d'urgent. Veuillez dire à monsieur Davidson que je devrais reprogrammer. » Ses yeux se rétrécirent. « Il vous attend. Il a préparé tous les papiers. Je reviendrai plus tard aujourd'hui. Demain au plus tard, je suis désolé. » « Monsieur Davidson n'aime pas attendre. » Mais Lévi passait déjà la porte. Derrière lui, il l'entendit prendre le téléphone, parlant urgemment à quelqu'un. Il courut jusqu'à sa voiture, démarra le moteur et quitta rapidement le parking. La route de montagne était plus accidentée que les routes principales, conçues pour les camions de bûcherons et les véhicules d'entretien plutôt que la circulation régulière. La voiture de Lévi rebondissait sur les nids de poules et les surfaces ondulées alors qu'il montait plus haut. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers la canopée d'arbres, créant un effet stroboscopique qui le faisait plisser les yeux. Il ne savait pas exactement ce qu'il s'attendait à trouver, mais chaque instinct lui disait qu'il devait voir ce qui se passait sur cette montagne. Le mémorial aux Amish de la maquette, la pression renouvelée sur les propriétaires terriens, le comportement étrange de Brenner, le lien avec les événements d'il y a 10 ans, tout tourbillonnait dans son esprit comme des pièces d'un puzzle refusant de s'assembler. La route de montagne devint plus raide et plus isolée à chaque kilomètre. La voiture de Lévi peinait contre la pente, et il dut rétrograder 2 fois pour maintenir sa vitesse. Les arbres se pressaient de près des 2 côtés, leurs branches formant un tunnel de verdure au-dessus. Pendant près d'1 heure, il grimpa, ne croisant aucun autre véhicule, ne voyant aucun signe d'habitation à l'exception d'un poteau électrique occasionnel marquant la route. Finalement, la route s'aplanit dans une zone dégagée. À travers les arbres qui s'éclaircissaient, Lévi aperçut la voiture de patrouille de l'officier Brenner, garée près d'une clôture de construction. Il s'arrêta dans un petit dégagement partiellement caché par des buissons, coupa le moteur et sortit dans l'air de la montagne. Le chantier de construction s'étendait devant lui, plus grand qu'il ne l'avait prévu. Des équipements lourds étaient immobiles pour le moment, un bulldozer, une excavatrice, des piles de bois et de pierre. La structure qui prenait forme était effectivement conçue pour ressembler à une maison de réunion amish, mais plus grande, plus élaborée que n'importe quel bâtiment plein réel ne le serait. C'était l'idée qu'un touriste se fait de l'architecture amish, tout en toit pointu et touches décoratives qu'aucune communauté amish réelle n'approuverait. Lévi s'approche, restant à la lisière des arbres. À travers la clôture à mailles, il pouvait voir Brenner debout avec les 2 hommes de la ferme de Jacob Yoder. Leur voix portait sur la brise de la montagne. « Maison commémorative sera parfaite, » m'en disait l'un des hommes. « Préserver la mémoire de la culture amish dans cette région. Les touristes adorent ce genre de choses. Ils viendront par bus entier pour voir le patrimoine amish authentique. » Récit sympathique, ajouta l'autre. Comment le mode de vie simple des amish n'a pas pu survivre aux pressions modernes. Très touchant, très commercialisable. Brenner hocha la tête. Le développement pourra se poursuivre une fois que les familles restantes seront convaincues de déménager. Combien de temps avant ? C'est un projet à long terme, interrompit le premier homme. Nous avons déjà attendu 10 ans. Nous pouvons attendre un peu plus longtemps. Mais avec votre aide, officier, nous pouvons être plus persuasifs cette fois. Ces Amish têtus, dit le second homme, secouant la tête, ils ne comprennent pas le progrès, n'apprécient pas ce que nous offrons. Parfois, je pense que la seule façon de traiter avec eux est de... Il s'arrêta, regarda autour comme pour vérifier s'il y avait des auditeurs, puis rit. Eh bien, disons simplement que cet endroit est construit sur des os amish. Littéralement, nous les avons stockés juste ici. L'estomac de Lévi se noua. Il se pressa plus près de la clôture, s'efforçant d'entendre. « Venez, dit le premier homme à Brenner, laissez-nous vous montrer quelque chose. » Ils marchèrent plus profondément dans le chantier de construction. Les yeux de Lévi parcoururent les alentours, repérèrent un casque et un gilet de sécurité accroché à un poteau de clôture, probablement laissé par un travailleur en pause. Sans réfléchir, il les saisit, les mit et se glissa par une ouverture dans la clôture. Le gilet était trop grand, le casque lâche sur sa tête, mais de loin, il pourrait passer pour un ouvrier de construction. Il garda la tête baissée et marcha délibérément suivant le trio à distance.
Ils s'arrêtèrent de l'autre côté du bâtiment à moitié achevé, où les fondations avaient été coulées, mais les murs n'étaient que partiellement érigés. L'un des hommes appela un ouvrier proche opérant une petite pelleteuse. « Creusez ici », ordonna-t-il, pointant un endroit marqué de peinture orange en spray. « Pas profond, peut-être 3 pieds. » L'ouvrier semblait confus mais obtempéra. Le godet de la pelleteuse mordit dans la terre, enlevant la terre et le gravier. Après seulement quelques pelletées, l'opérateur s'arrêta, scrutant quelque chose. « C'est suffisant, » dit le premier homme. Lui et son compagnon descendirent dans l'excavation peu profonde. Lévi s'approche furtivement, utilisant une pile de bois comme couverture. Il regarda avec horreur l'un des hommes atteindre et tirer quelque chose de la saleté. Un os, incontestablement humain, probablement d'une jambe. L'homme le tendit à Brenner qui le prit sans hésitation, le retourna dans ses mains en l'examinant, puis le laissa retomber dans le trou. « Vous voyez » dit le second homme souriant. « Nous les avons stockés ici, toute la famille, plus quelques autres qui sont devenus trop curieux au fil des ans. Il y en aura plus à l'avenir, ajouta le premier. Une fois que nous aurons débarrassé les Amish restants, en tuant certains si nécessaire, effrayant le reste pour qu'ils partent, toute cette vallée sera à nous pour la développer. Centres commerciaux, lotissements, attractions touristiques, quelque chose de réellement productif, pas juste des terres agricoles pourrissant entre les mains de gens arriérés. Et vous nous aiderez, n'est-ce pas, officier ? Dit le second homme à Brenner, comme avant, votre position, votre réputation dans la communauté, des atouts inestimables. Brenner hocha lentement la tête. Le département me fait confiance pour gérer les affaires Amish. Ils ne remettront pas en question mes rapports. Lévi recula, tout son corps tremblant. Aaron, Myriam, les enfants, ici, sous ce monument obscène à leur mémoire. Il se força à bouger silencieusement, prudemment, retournant sur ses pas. À la clôture, il abandonna le casque et le gilet, les laissant où il les avait trouvés. Il courut jusqu'à sa voiture, la démarra et redescendit la montagne aussi vite qu'il l'osait. Son téléphone portable ne montrait aucun signal au chantier de construction. Mais à mi-chemin, 2 barres apparurent. Il s'arrêta, les mains tremblantes, alors qu'il composait le 911. « 911, quelle est votre urgence ?» « Mon nom est Lévi Lapp, dit-il, forçant sa voix à rester stable. J'ai besoin de signaler un meurtre, des meurtres multiples et une corruption policière. Monsieur, veuillez vous calmer. Quelle est votre position ?» Lévi donna les repères de la route de montagne qu'il avait notée. Il y a un chantier de construction au sommet. Ils construisent un faux mémorial Amish. Je viens d'être témoin qu'ils déterraient des ossements humains. L'officier Paul Brenner est impliqué. Il est corrompu. Il travaille avec des promoteurs qui ont tué la famille de mon frère il y a 10 ans. Monsieur, ce sont des accusations très graves. Êtes-vous certain ? J'ai vu les os. La voix de Lévi se brisa. Je les ai entendus parler de tuer plus de familles Amish. S'il vous plaît, vous devez envoyer quelqu'un. Creusez où ils ont creusé. Vous trouverez les preuves. Nous envoyons des unités maintenant, monsieur. La police d'État sera également notifiée étant donné l'allégation de corruption d'un officier. Veuillez rester où vous êtes. Lévi attendit, moteur en marche, surveillant la route. En 15 minutes, il entendit des sirènes. Plusieurs voitures de police apparurent, montant la montagne à toute vitesse. Il les suivit. Au chantier de construction, un chaos organisé éclata. Des policiers envahirent la zone. Brenner émergea du bâtiment, vit les voitures de police et son visage devint blanc. Alors que les 2 promoteurs essayaient d'atteindre leur camion, Lévi traversa sa voiture sur leur chemin, les bloquant. Brenner s'approcha de lui, essayant de maintenir son autorité. « Lévi, que fais-tu ? Déplace ton véhicule ?»« J'ai tout vu, » dit Lévi sortant de sa voiture. « Les os, la famille de mon frère, peut-être d'autres. Tu as aidé à les assassiner ? » « C'est ridicule, » dit Brenner. « Officier, cet homme fait des accusations sauvages. » Mais les policiers nouvellement arrivés se déplacèrent déjà. Un sergent que Lévi ne reconnaissait pas dit « Officier Brenner, nous avons besoin que vous vous écartiez pendant que nous enquêtons. Ce sont des allégations graves. »« C'est un malentendu, » protesta Brenner. « Cet homme est affligé par le chagrin, il imagine des choses. »« Alors vous ne verrez pas d'inconvénient à ce que nous regardions autour ?» dit le sergent. Des équipes d'officiers entrèrent dans le chantier de construction. Les ouvriers reculèrent, confus et préoccupés. « Là !» Lévi pointa vers l'excavation. « Ils ont creusé là, les os sont là. » 2 officiers sautèrent dans le trou. En quelques instants, l'un appela « Sergent, nous avons des restes humains ici. » Brenner se tourna pour fuir. Un craquement aigu fendit l'air, un coup de semonce tiré dans le ciel. « Personne ne bouge !» cria un officier. Brenner se figea. Les 2 promoteurs, qui avaient atteint la moitié du chemin vers leur camion, s'arrêtèrent également. Des officiers s'avancèrent, armes dégainées mais pointées vers le bas. Mains derrière la tête, à genoux. Un par un, Brenner et les 2 hommes furent menottés. Le visage de Brenner était un masque de défaite alors qu'il le conduisait à une voiture de patrouille. Les promoteurs essayèrent de protester, de clamer l'innocence, d'exiger des avocats, mais les officiers étaient professionnels et impassibles. « Nous devons aller à leur bureau, » dit Lévi au sergent. L'homme qui essayait d'acheter ma ferme, Davidson, il fait partie de tout ça.
Il est au bâtiment de bureau au pied de la montagne. Le sergent acquiesça. Nous nous en occuperons. Vous devrez venir au poste pour faire une déclaration complète. Le convoi de véhicules de police redescendit la montagne. Gyrophares allumés, mais sirènes silencieuses maintenant. Au bâtiment de bureau moderniste, d'autres voitures de police convergèrent. Des officiers entrèrent pendant que Lévy attendait dehors. À travers les murs de verre, il pouvait voir Davidson être menotté, le visage choqué de la réceptionniste, des papiers étant saisis. Alors qu'il se préparait à partir pour le poste de police, Lévy regarda vers la montagne. Quelque part là-haut, caché depuis 10 ans, sa famille reposait en terre non consacrée. Mais ils avaient été retrouvés. Finalement, ils avaient été retrouvés. Le poste de police de New Holland n'avait jamais connu une telle activité. Les officiers se déplaçaient avec détermination dans les couloirs, et Lévy regardait à travers les fenêtres du sas d'entrée tandis que Brenner était conduit à l'intérieur, son uniforme désormais une parodie de la confiance qu'il représentait autrefois. Les deux promoteurs suivaient, leur arrogance antérieure remplacée par un silence morose. Davidson venait en dernier, toujours dans son costume d'affaires, son visage pâle de choc. Une détective en costume gris s'approcha de Lévy. « Monsieur Lapp, je suis la détective Sarah Chen de la police d'État. Nous allons gérer cette enquête étant donné les circonstances. Pourriez-vous me suivre, s'il vous plaît ?» Elle le conduisit dans une petite salle d'entretien, propre et dépouillée avec juste une table et des chaises. Un appareil d'enregistrement était posé entre eux. « Je sais que cette journée a été bouleversante, dit doucement la détective Chen. Mais j'ai besoin que vous me racontiez tout depuis le début. Prenez votre temps. » Lévy commença par le service commémoratif du matin, sa voix ferme, alors qu'il racontait la découverte du gilet sur la photographie, le trouvant dans la maison d'Aaron, sa tentative de le rendre à Brenner. Il décrivit la rencontre à la ferme de Jacob Yoder, l'étrange réunion avec Brenner sur la route, la tentative précipitée de vente de la propriété, et finalement, ce dont il avait été témoin au chantier de construction de la montagne. La détective Chen prenait des notes, demandant occasionnellement des clarifications. Quand Lévy eut terminé, elle posa son stylo. « Monsieur Lapp, pouvez-vous me parler de l'enquête originale d'il y a 10 ans ?» Lévy bougea inconfortablement. Elle allait été très brève, et à moins d'une semaine. L'officier Brenner l'a dirigée, disant qu'il était le liaison pour les affaires amish. Il a posé des questions, a regardé la maison, mais il s'arrêta, choisissant soigneusement ses mots. « Nous, les amish, nous ne coopérons pas facilement avec les autorités extérieures. Ce n'est pas notre façon. » La plupart dans la communauté croyaient qu'Aaron et sa famille étaient partis volontairement, peut-être pour visiter des parents, peut-être pour déménager. Quand ils ne sont pas revenus, nous avons pensé qu'il y avait peut-être eu un conflit que nous ne connaissions pas, une raison pour laquelle ils ont choisi de rester loin. Mais votre frère n'a jamais mentionné de plan pour partir ? Non. Eh bien, il a mentionné la pression d'une société immobilière. Il voulait acheter sa terre. Il possédait plus que la plupart dans notre communauté. Non pas que nous ayons exactement des hiérarchies, mais Aaron avait hérité de notre père et acheté des parcelles supplémentaires au fil des ans. Il était substantiel en termes de propriété foncière. La détective Chen hocha la tête. Nous avons trouvé quelque chose au bureau de Davidson qui pourrait vous intéresser. Un journal, des registres très détaillés de leurs plans, y compris des entrées concernant l'officier Brenner. Lévy se pencha en avant. Brenner en faisait partie ? Plus qu'en faire partie. Selon ce que nous avons lu jusqu'à présent, c'est lui qui a organisé l'enlèvement. Il a utilisé sa position, sa confiance dans votre communauté pour se rapprocher de votre frère. Le journal suggère que Brenner était sur leur liste de paix depuis des années, leur fournissant des informations sur quelles familles pourraient te vendre, lesquelles étaient vulnérables. Lévy se sentit malade. Toutes ces fois où Brenner avait aidé à lever des granges, avait dirigé la circulation pendant les récoltes, avait montré du respect pour leurs coutumes, tout cela était un mensonge. L'officier en qui nous avions le plus confiance, dit-il doucement. Il mangeait à nos tables, connaissait les noms de nos enfants. Je suis désolé, dit la détective Chen. Je sais que c'est une terrible trahison. Comment ont-ils... Qu'est-il arrivé à la famille de mon frère? Savez-vous déjà? Nous en saurons plus après les interrogatoires, mais sur la base du journal et des preuves, nous croyons qu'ils ont été attirés dans un endroit isolé. Probablement le site de la montagne où la construction ne commencerait pas avant des années. Votre frère a probablement refusé leur offre finale. Les choses ont escaladé, et puis, ils ont dû faire taire toute la famille, termina Lévy, les enfants aussi, pour ne laisser aucun témoin. C'est notre théorie de travail. Les résultats ADN confirmeront si les restes sont ceux de votre famille. Mais étant donné que la vôtre est la seule disparition amish dans cette région au cours de la dernière décennie, c'est hautement probable. Ont-ils jamais obtenu des terres? Cela en valait-il la peine pour eux? La détective Chen vérifia ses notes. Aucun registre municipal ne montre de vente à leur entreprise. Après la disparition de votre frère, il semble qu'il se soit retiré. Peut-être inquiet d'attirer l'attention. Toutes ces morts, pour rien. Ils ont attendu 10 ans pour essayer à nouveau. Lévy mit sa tête dans ses mains.
Mon frère les a combattus et nous ne l'avons jamais su. Si j'avais été ici, j'étais dans l'Ohio à ce moment-là, travaillant. Je ne suis revenu qu'après leur disparition. Si j'avais su sa lutte avec ses promoteurs... Vous ne pouvez pas vous blâmer, dit fermement la détective Chen. Le blâme appartient aux hommes qui ont fait cela. Nous les Amish vivons dans l'acceptation, s'y dit Lévy, relevant la tête. Nous croyons en cédant à la volonté de Dieu, en ne combattant pas le monde. Mais parfois, cette acceptation nous rend aveugles au mal. Nous aurions dû insister davantage il y a 10 ans, aurions dû exiger de vraies réponses au lieu d'accepter ce que Brenner nous disait. Un coup à la porte les interrompit. Un officier jeta un coup d'œil à l'intérieur. « Détective, le membre de la famille est ici, une madame Esther Lapp ?»« Ma mère, » dit Lévy se levant rapidement. Il la trouva dans le couloir, son bonnet noir légèrement de travers, son visage marqué par la peur et l'espoir. Leurs yeux se rencontrèrent, et elle lut la vérité dans son expression. « Non, » murmura-t-elle, « non, non, non. » Lévy la rattrapa alors qu'elle vacillait. « Ce ne sont que des os, maman, juste des os maintenant. » Ils se tinrent l'un l'autre dans le couloir éclairé par des néons, mère et fils unis dans un chagrin qui avait 10 ans mais était soudainement frais. D'autres officiers passaient près d'eux respectueusement, leur donnant de l'espace pour leur douleur. Après un moment, la détective Chen s'approcha. « Monsieur et Madame Lapp, l'équipe médico-légale a des informations préliminaires, si vous êtes prêts. » Ils furent conduits dans une salle d'attente familiale plus confortable que l'espace d'entretien, avec des chaises plus douces et des boîtes de mouchoirs sur toutes les surfaces. Une femme en blouse de laboratoire entra, son expression professionnellement compatissante. « Je suis le docteur Martinez du département médico-légal, dit-elle. Les restes que nous avons récupérés datent d'environ 10 ans, selon la décomposition et l'analyse du sol. Nous avons trouvé des os de différentes tailles, hommes adultes, femmes adultes et enfants d'âge différents. » Esther fit un son comme un animal blessé. Lévy serra sa main. « Nous aurons besoin d'échantillons ADN de vous deux pour confirmer l'identité, » continua le docteur Martinez. « Mais les âges et les nombres correspondent à vos membres de famille disparus. »« Pouvons-nous voir ?» demanda Esther, sa voix à peine audible. Le docteur Martinez hésita. « Ce ne sont pas des restes intacts, Madame Lapp. Mais si vous pensez que cela aiderait, nous pouvons vous montrer certaines des preuves que nous avons collectées. » Ils furent conduits dans une autre pièce où des sacs de preuves reposaient sur une table métallique stérile. Des os nettoyés et étiquetés, des fragments de tissu, une petite chaussure qui aurait pu convenir à un jeune enfant. Des effets personnels qui avaient survécu à une décennie dans le sol. Esther fouilla dans son sac avec des mains tremblantes et sortit une photographie, la même que celle du service commémoratif. Aaron et Myriam sur le porche, les 5 enfants disposés par taille, tous souriant dans le soleil d'un matin 10 ans plus tôt. Elle la leva, comparant les visages vivants au reste sur la table. « C'est eux !» murmura Esther. « Mon fils, mes petits-enfants. » Ils se tenèrent dans cette pièce stérile, regardant tout ce qui restait d'une famille qui avait ri, prié et travaillé ensemble. Lévy pensa à toutes ces années de questionnement, d'espoir, s'estompant graduellement vers l'acceptation, de questions qui semblaient destinées à rester à jamais sans réponse. Maintenant, il savait. Le savoir était terrible, mais c'était aussi, d'une certaine façon, un soulagement. Plus de questionnement si Aaron avait choisi de partir, s'il lui avait fait défaut d'une manière ou d'une autre, si la famille était quelque part ailleurs vivant une vie différente. Ils étaient ici, ils n'étaient jamais partis. Nous leur trouverons un lieu de repos approprié, dit doucement Lévy. Dans le cimetière avec le reste de notre peuple. Ils rentreront à la maison. Esther acquiesça, des larmes coulant sur son visage buriné. Elle toucha la photographie une fois de plus, puis la remit soigneusement dans son sac. Ils avaient enfin retrouvé la famille d'Aaron, et bien que cette découverte apportât du chagrin, elle apportait aussi le début de la paix.